Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce premier Club Mounegou pour la saison 2021-2022, édition 2 de notre Club Mounegou Pronostic. Et avec moi pour parler de la saison à venir et donner nos impressions, nos attentes, nos envies, il y aura Patrice et Boris. Nous sommes 3, nous devions être 4 et nous sommes finalement 3, messieurs. Ça, la première annonce pour cette année, c'est que Quentin sera le pire chroniqueur de la radio, hein, tout simplement. Pire entame de saison pour Quentin, qui a oublié que l'enregistrement était ce soir, visiblement. Donc voilà. Ouais. Salut Patrice. Ouais, sinon. On le pardonne, il a été appelé avec la sélection du coup de la Pologne, c'est pour ça. Ouais, non, je pense qu'il y a de retard à l'entraînement. Normalement, c'est 2-3 matchs de suspension. Hein, donc, on va se réunir, on va trancher. Ouais, on va avoir besoin de lui là, parce que c'est vrai qu'il va y avoir 3 matchs là qui vont s'enchaîner très rapidement, et puis de toute façon, même ça va s'enchaîner énormément. Contre Grasse, il pourra peut-être être utile. Oui, voilà. En tout cas, messieurs, ce Club Mounegou Prono, on va pouvoir le commencer. Et on vous a demandé à vous de voter sur un formulaire sur notre Twitter. Vous avez été assez nombreux à répondre à ce formulaire assez long. Et donc, on va vous, au fur et à mesure de l'émission, vous donner les différents résultats des différentes catégories. Et on va commencer par le gros quand même, par les pronos collectifs et plus précisément par ce qu'on voit, par ce qu'on espère aussi, je suppose pour certains, pour la Ligue 1 dans un premier temps. Donc avant toute chose, vous, auditeurs, vous nous classez en moyenne à la 3e place. Bon, en tout cas, le plus de réponses est 3e, mais de toute façon, globalement, on oscille globalement entre la 2e et la 4e place, avec un nombre de 75 points. Pour les absents, je vais le faire également rapidement, on est toujours à peu près dans la même marge, hein, que ce soit Quentin, Arthur, Damien et Adrien, ils nous voient respectivement 4, 4, 3 et 3e, et avec 71, 72, 75 et 73 points. Donc on est toujours à peu près quand même dans le même range. Nous, de notre côté, Patrice, on est les plus, on va dire, optimistes, parce qu'on nous voit second. Optimiste. Avec 79 et 78 points. Et Boris, je vais commencer par toi, du coup, toi tu nous vois 3e avec 76 points. Encore une fois, on est toujours un peu dans la même range de points, mais par contre, la place, on le sait, hein, fait une grosse différence. Entre 2 et 3e, t'es pas sûr de faire l'Europa League, enfin, plutôt de faire la Ligue des Champions. On peut confirmer avec 2 et 3e, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Effectivement, je vous le disais un peu en off avant qu'on démarre, j'ai eu un peu déjà cette question. J'ai eu pas mal de difficultés à projeter, de par un début de saison un peu compliqué de notre part, de par l'impression que j'ai qu'il y a quand même pas mal d'équipes. Évidemment, Paris va sembler intouchable pour cette année, mais pour les places ensuite de 2 à 6, 7 peut-être, il y a pas mal d'équipes sur la ligne de départ, Nice, l'OM, Lyon, même on pourrait penser à Rennes, on pourrait éventuellement Lille, qui est quand même le champion en titre. Voilà, j'ai essayé de garder la tête froide par rapport à ce début de saison. Je pense quand même qu'on a la meilleure équipe derrière le PSG sur le papier. On a perdu personne, donc on a une équipe logiquement plus forte que celle de l'an dernier. Maintenant, voilà, avec ce début de saison un peu raté, la Coupe d'Europe en plus à gérer, c'est presque du pessimisme en fait pour moi de viser la 3e place. On devrait être 2e, on devrait absolument être 2e cette année pour moi. Ça doit être l'objectif de début de saison. J'ai peur qu'on soit un petit peu short et qu'une équipe arrive à se glisser entre le PSG et nous sans savoir forcément laquelle, hein, mais une de celles que j'ai citées avant. Ouais, on peut peut-être penser à Nice qui fait un très bon début de saison. Ils ont 7 points. Bon, on verra ce qui va se passer avec leur match contre Marseille. Ils en ont potentiellement 10 ou 7 ou 8. On verra bien quelle décision sera prise.
Mais c'est vrai que c'est la seule équipe qui joue pas l'Europe. Et c'est en ce sens que je parle d'eux, parce que c'est vrai que Lyon, Marseille, Rennes, Lille, eux ont tous également l'Europe comme nous. Donc c'est vrai que de ce côté-là, ils sont pas forcément beaucoup plus armés non plus en termes d'effectifs. Certains diront peut-être un peu plus de profondeur, peut-être, mais sur l'équipe type, par contre, je suis moins convaincu que ça soit meilleur que nous. Donc pourquoi pas, ouais, une 3e place. Toi, Patrice, du coup, bah, un peu comme moi, je suppose, tu nous vois assez loin de Paris, mais malgré tout, second. Ouais, pourtant, optimiste, c'est pas ce qui me caractérise le plus, hein. Non, moi, je suis plutôt pessimiste. Mais là, pour cette saison, je me dis qu'on a exactement le même groupe que l'année dernière. On a réussi un peu à l'améliorer. Alors, c'est un petit peu, hein, c'est vraiment des petits détails, parce qu'on touche quasiment pas le 11. Donc, si l'année dernière, on a réussi, en ayant un très très mauvais départ, à finir 3e et même dans la lutte pour le titre quand même très, très longtemps, je me dis que cette saison, on peut aller chercher cette 2e place, on peut faire un level up. Ce qui me rassure, c'est que même si on a mal débuté, on n'a pas perdu énormément de points sur tous les concurrents directs, hors le PSG. Bon, Nice, après, je sais pas trop si vraiment ils arriveront à faire dans le top 3, top 4. Je suis pas forcément sûr. Après, c'est sûr qu'il y a la Coupe d'Europe qui va jouer aussi pour nous. On l'avait pas l'année dernière, c'était ça aussi qui nous a aidé de pouvoir faire un bon parcours sur la 2e partie de saison. Ouais. On aura peut-être moins les cannes cette saison, on verra bien. Mais voilà, pour l'instant, je suis plutôt pessimiste en disant qu'on devrait faire une bonne saison et que j'ai pas l'impression que nos adversaires soient tant renforcés que ça. T'es plutôt optimiste, du coup. Parce que tu as eu un petit lapsus. Oui. Non, mais tu as eu un petit lapsus. Tu viens de dire je suis plutôt pessimiste. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est l'habitude. En tout cas, à noter que du coup, qu'on est tous un petit peu au-dessus de nos pronos de l'année dernière. Et même vous, auditeurs de mémoire, c'était plutôt 5e. Et globalement, tout le monde nous voyait entre 4 et 7, peut-être, pour Quentin, qui avait été le plus pessimiste, je crois. Là, on est quand même tous entre 2 et 4. Très peu d'auditeurs... Enfin, quelques auditeurs nous ont mis champions. C'est bien, on peut toujours y croire. Hein. Bon, potentiellement, on a 8 points de retard, mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est que, encore une fois, j'ai du mal à voir Paris sous les 100 points, même cette année. Et 100 points, on ne les atteindra pas. Donc, même 90, je vois pas comment on pourrait les atteindre. Et du coup, Paris, dans le pire des cas, sera à peine au-dessus de 90. Enfin, en tout cas, rendez-vous en fin de saison. L'autre compétition, Boris, nationale, c'est la Coupe. Les auditeurs, vous nous voyez faire demi-finaliste. C'est également le cas de Damien et d'Adrien. Un quart pour Arthur, la finale pour Quentin. Finale qui est également mon pronostic. Toi, Patrice, tu nous vois en demi. Et Boris, toi, tu es sur quart de finale. Encore une fois, on est quand même sur des pronostics où il y a quelques écarts, évidemment. Mais en tout cas, personne ne voit de vraies catastrophes. Après, on sait très bien que la Coupe aussi, c'est difficile à pronostiquer parce que tu peux très bien te taper Paris dès les 8e de finale, par exemple. Ouais, moi, la Coupe, je ne veux plus en entendre parler. La finale de l'an dernier, ça m'a vacciné. Ouais. J'espère qu'on va sortir le plus tôt possible, limite en 32e, qu'on tire le PSG, qu'on n'en parle plus, parce que franchement, j'en ai marre des déceptions en Coupe nationale. C'est pas encore cette année, à mon avis, avec l'équipe que va avoir le PSG, qu'on va réussir à faire quelque chose. Je préférerais miser sur l'Europa League, en fait. Donc, on ne peut pas se permettre, en tant qu'AS Monaco, de laisser filer cette coupe, mais j'espère que d'une manière ou d'une autre, on ne se fera pas trop d'illusions et qu'on sortira assez tôt. Donc voilà, j'ai mis quart parce que j'imagine qu'on aura sûrement au moins 1 ou 2 tours assez faciles. Et puis voilà, et ça dépend quand on va tomber une grosse équipe, mais il y a suffisamment de bonnes équipes cette année pour que je pense qu'on puisse sortir quand même assez tôt. L'année dernière, Patrick, je crois que c'est Lyon qu'on avait pris en quart dans ce fameux match houleux avec l'arbitrage, ou c'était en 8e? J'ai un petit doute. C'était quart ou 8e en tout cas. J'ai réfléchi avec Nice, dans quel sens on les a fait. Oui, non, il me semble que c'est Lyon, c'est ça. Je crois que c'était Lyon en quart et j'ai aucun souvenir de la demi-finale par contre. Parce que c'était le contact le même. C'est par Émilie. C'est ça. Ah bah oui, ouais. C'est pour ça que je me rappelle pas. Et c'était Lyon le tour d'avant, c'est ça. C'est ça, donc rapidement, Patrice, pareil, quart de finale, tu t'es dit aussi potentiellement... Demi-finale, tu t'es dit potentiellement les tours passants, on a plus de chances de prendre le PSG, ou on peut aussi être éliminé par... C'est exactement ça. C'est pour ça, c'est que je doute que même pour la Coupe de France, ça va être très compliqué d'aller chercher le PSG, donc on va les rencontrer si forcément ce sera une élimination pour moi, donc j'avais pas envie de mettre finale pour dire on a encore perdu une finale de suite. Je préfère me dire que ce soit en demi-finale. Et après, on a quand même un coach qui les collectionne, les finales, que ce soit gagné ou perdu. Mais bon, il va au bout chaque fois Kovac pour l'instant. La seule année où il va pas au bout, c'est parce qu'il se fait virer du Bayern et qu'il peut pas. Mais sinon, il avait passé les tours
Donc voilà, j'ai mis demi-finale, même si j'avais envie d'écrire finale, mais ça me faisait plus mal au cœur d'écrire une finale perdue encore une fois. Bah, j'ai mis finale et j'aurais encore mal au cœur une nouvelle fois. Et même le pire des scénarios, ça serait de ne pas prendre le PSG et de perdre tout de même. Ah oui. Ouais. Ça, c'est la pire possibilité parce qu'à la limite, quand tu es battu par Paris, tu es forcément dégoûté, surtout le Paris de l'année dernière. Mais tu te dis, bon, bah, ils étaient favoris, quoi. Mais, donc on verra Faire bien. une finale contre Lyon, je pense qu'on s'en remet pas. Ça fait forcément un petit peu plus mal. Il va y avoir de l'Europe, évidemment, il va y avoir de l'Europe. Ça sera l'Europa League, malheureusement, pas la Ligue des Champions. Les groupes ont été tirés. On est tombé dans un groupe avec une équipe très faible, a priori, sur le papier, Graz, et deux autres belles équipes, Boris, la Real et PSV. Et le PSV Eindhoven. Bon, qui n'est plus le grand PSV qu'on a nous aussi très bien connu, et l'Olympique Lyonnais a également très bien connu au début des années 2000. Ouais, il y avait Péno sur le Nilmar, il faut le rappeler. Il y avait Péno sur le Nilmar, il faut le rappeler, évidemment. Donc, globalement, les auditeurs, vous nous voyez finir second de cette poule et par la suite atteindre... À égalité. Oui, à égalité, c'est vrai, exactement. Tu as bien fait de le préciser, vous êtes à égalité à nous voir et premier et second. Et pour un parcours final de demi-finalistes, personne ne nous voit éliminés des Coupes d'Europe, à savoir finir quatrième. Un faible pourcentage, à savoir 2% ou 3%, nous voit finir troisième. Et également atteindre derrière la demi-finale de la Ligue Conférence. Toi, Boris, t'es parti sur, tout comme moi, un premier de poule et un quart de finale. Ouais, je sais pas, sur la poule, je me suis un peu forcé à être optimiste parce que je veux tellement qu'on fasse quelque chose dans cette Europa League. Ouais. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'on fasse deuxième, voire troisième, connaissant un peu l'historique de Monaco dans cette compétition depuis au moins 20 ans, depuis presque 25 ans même, depuis la demi-finale contre l'Inter. Je suis pas hyper rassuré par cette compétition, mais ce qui me rassure un peu, c'est que Kovac a quand même un peu de réussite dans cette compétition. Je pense que lui, il va la prendre très sérieusement. Du coup, j'espère que les joueurs vont suivre, et logiquement, on a quand même, ce qu'on disait dans l'émission de tirage, pour moi, on a la meilleure équipe sur le papier, on se doit de finir premier. Par contre, si on se laisse un peu aller, c'est clair que les deux autres vont pas nous louper, à mon avis, la Real et le PSV. Donc voilà, confiance vraiment en Kovac là-dessus. Et puis pour un parcours effectivement que j'ai mis en quart, ça dépend évidemment beaucoup des adversaires qu'on va tirer. Il n'y a pas, on l'a déjà dit aussi, il n'y a pas de mastodonte dans cette compétition. Là, il ne devrait pas y en avoir non plus, être reversé de Ligue des Champions si la logique sportive suit son cours. Maintenant, j'ai peur quand même qu'avec notre équipe un peu jeune, un peu inexpérimentée, qu'on se prenne une élimination, mais comme on a pris un peu comme le Shakhtar l'autre fois en fait, ou même en ayant l'impression d'être bon globalement sur la confrontation et de ne pas être en dessous de l'adversaire, de pêcher un peu par inefficacité, par inexpérience, voilà, qu'on se fasse sortir, je sais pas, par un Naples, par un Porto, un Shakhtar, une équipe un peu de ce calibre-là, pas forcément un gros monstre, mais où on va arriver un peu juste, on aura un peu de regret, voilà, ça peut tout aussi bien être en huitième qu'en quart qu'en demi, mais du coup j'ai fait une moyenne, j'ai mis quart. Mais c'est un peu le parcours que j'imagine. C'est vrai, Patrice, la seule question, c'est est-ce qu'on va la jouer à fond, cette Europa League? On l'espère tous, parce que c'est une vraie belle compétition, encore une fois, et on peut bien y figurer. Toi, tu es parti pour le coup sur seconde poule, donc on le rappelle, seconde poule, ça nous fait passer par un 16e de finale en plus, les premiers étant directement qualifiés pour les huitièmes. Et en plus, en étant seconde poule, si je ne dis pas de conneries, tu chopes un des troisièmes de Ligue des Champions. J'ai pas compris c'est vraiment les 8 contre les 8, les 8 d'Europa League contre les 8 de Ligue des Champions, ou est-ce que ça fait un brassage avec les têtes de poule, je sais pas, mais plus de ce que j'ai lu, ouais, c'est ça. Donc on tape vraiment un troisième de Ligue des Champions. Je pars sur la deuxième place. Tu nous vois passer, oui, tu nous vois en quart. On passe. Ouais, je ne vois pas premier de poule parce que je pense que, comme l'a dit Boris, on a un effectif qui est quand même assez jeune et qui a un manque d'expérience en Coupe d'Europe, donc je pense qu'il y aura un peu de retard à l'allumage. Le calendrier fait qu'en plus on tape 2 déplacements tout de suite chez nos plus gros adversaires. Voilà, donc j'ai peur qu'on perde peut-être un peu des points au début qui fera qu'on va devoir aller chercher les qualifications à domicile sur les matchs retour et que peut-être on finira pas premier.
J'avoue que j'ai même du mal à savoir qui finirait premier de ce groupe, tant que le PSG a l'air peut-être moins fort, mais du coup, ils ont quand même bien tenu tête à Benfica derrière. Ils ont fait un bon recrutement aussi. Donc, voilà. Et après, du coup, en parcours, je pense qu'on va être limité, à mon avis, plus par notre effectif. Qui va manquer de profondeur, parce qu'il y a du moment qu'on va commencer à avoir des blessés, des suspendus, de la fatigue. Je pense pas qu'on a un effectif vraiment pour se dire qu'on est dans le dernier carré, qu'on est parmi les meilleures équipes de cette compétition. Donc ça, voilà, en quart de finale, je pense que ça peut être quelque chose d'assez réaliste. Ouais, je suis parti sur quart aussi, mais c'est vrai que, rappelons-le, ces quarts de finale, ils auront lieu du coup après le mercato hivernal, donc on saura si on est sorti des poules ou pas. Il y aura peut-être 1 ou 2 ajustements qui viendront renforcer l'équipe, justement pour permettre d'être un peu plus à l'aise sur les 2, voire même 3 tableaux avec la Coupe nationale. Mais oui, voilà, quart de finale, parce que, encore une fois, je pense que, comme tu l'as dit, Boris, du Porto, du Naples, qui potentiellement seront des équipes qu'on pourrait croiser à ce moment-là, pourraient nous faire chuter. Après, encore une fois, c'est le tirage. Tu peux avoir grosse réussite comme pas du tout, et c'est vrai que ça peut changer quand même pas mal de choses au final dans le parcours. Donc voilà, on est parti sur ça, et ça serait déjà pas si mal, je pense. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui était des pronostic collectif. On va pouvoir maintenant passer à une première petite catégorie, ou plutôt double catégorie individuelle, parce que si on va réussir une bonne saison, c'est aussi parce qu'on va certainement avoir des buteurs et des passeurs de haut niveau, et on va du coup commencer avec celui qui a été désigné comme étant notre futur meilleur buteur. Évidemment, sans grande surprise, Ben Yedder trust la première place avec 91% des voix chez les auditeurs. Chez Radio Diagonale, il fait un sans faute avec un 7 sur 7. Les auditeurs, vous le voyez, marqué 23 buts. C'est du toute compétition confondue. Et chez nous, on est entre 19 pour Damien, qui est le plus bas. Et ça monte à 25, toi, Patrice. Donc on est toujours dans cette marge 22, 23 buts. Patrice, donc toi, tu es parti sur 25 buts. Après, c'est assez logique, oui, étant donné que tu nous vois aller loin et en Europa League et en Coupe de France. Forcément, plus tu joues de matchs, logiquement, plus tu as de chances de marquer des buts. Ouais, et puis il a mis 22 la saison dernière, donc là 25, on joue en plus une Coupe d'Europe qui lui donne plus de matchs. Avec 10 pénaltys, ça lui fait que 15 buts à mettre dans le jeu, ça va, quoi. C'est pas non plus... Pas faux. Donc très très important. Pour l'instant, il est à 2, si je dis pas de bêtises. 2 contre le Shakhtar. Donc un allumage moyen, puisque c'est 2 buts en 8 rencontres. Donc, du coup, si on fait un petit calcul rapide, si on part sur le fait qu'on va jouer 60 matchs, ça fait que 15 buts. Donc on espère un petit réveil. Après, il avait eu du mal la saison dernière aussi, ça avait été long, le démarrage. Oui, non, mais évidemment. Boris, pareil, pas grand chose à rajouter. Non, sur l'identité, clairement, ce serait une énorme surprise que ce soit pas lui. Sur le nombre de buts, en fait, je me suis dit que comme on n'irait pas hyper loin en coupe, c'est pas forcément lui qui jouerait le premier tour, donc il marquerait pas beaucoup, et que ça tournait un peu plus en championnat. Boadou jouerait peut-être un peu plus, donc je suis resté à peu près à l'équilibre avec l'an dernier. Mais on sait que quand il commence à les mettre, il les enchaîne pas mal en général, donc ça peut vite monter aussi vers les 25, comme dit Patrice. Et Ben Yedder, c'est le profil qui pourrait mettre 5, 6, 7 buts en Europa League, par exemple, que ça me surprendrait pas. Ouais, tout à fait. Il peut, moi je pense que vraiment, c'est une fourchette qui est assez grande, mais je le vois vraiment entre 20 dans le pire des cas et 30 si vraiment tout se goupille bien et que ça veut bien le faire, quoi. Et qu'il n'y a pas de blessure, etc. Du côté du passeur, ça a été pareil, globalement assez simple. Vous êtes partis, vous, auditeurs, sur Golovin à 57%, 12 passes décisives. Nous sommes tous partis sur Golovin avec entre 10 et 13 passes pour moi. C'est moi qui le vois un petit peu plus haut. Et Adrien aussi est à 13. Évidemment, il y a eu Damien qui ne peut pas souffrir Golovin, donc qui n'a pas pu s'empêcher de mettre Sofiane Diop, avec en plus seulement 8 passes décisives. Boris, Golovin, déjà meilleur passeur l'année dernière, alors qu'en plus une demi-saison. Ouais, c'est vrai que moi je préfère Diop comme joueur. Je trouve que c'est un joueur qui a un profil, en tout cas que moi je préfère voir ses prestations, mais dans le geste de la passe, Golovin est quand même un peu supérieur. Déjà d'une, il avait coup de pied arrêté.
Donc il y aura sûrement quelques buts qui vont venir enfin quelques passes de son côté qui vont venir de corner ou de coup franc, et puis même pour délivrer quelques passes, je pense qu'il a quand même plus cette qualité de Diop, qui est peut-être plus dribbleur, plus dans la percussion, peut-être meilleur finisseur aussi. Donc voilà, sur cet aspect de passe, Golovin, mais ça n'en fait pas un meilleur joueur que Diop pour moi. Patrice, t'es aussi parti sur Golovin. T'as pas hésité avec Folland, qui l'année dernière nous avait quand même assez régalé de ce côté-là. C'est ce que j'allais dire. Enfin. J'ai longtemps hésité avec Folland du coup pour le meilleur passeur. Après, je suis parti sur Golovin parce que c'est vrai que c'est plus. Je trouve qu'il a plus un rôle de passeur que de buteur dans cette équipe, contrairement à Diop qui nous a bien prouvé déjà la saison dernière et même sur ce début de saison qu'il est quand même beaucoup plus buteur que passeur. Après, je pense qu'avec Folland, ça peut se jouer à pas grand-chose entre les deux, surtout si Folland continue à faire une saison comme ça, comme il fait en fait depuis le début de sa carrière avec la dizaine de passes décisives. C'est ça, parce que là, c'est vrai qu'on enregistre, comme je l'ai dit, hein, on a joué 8 matchs, donc on a un petit aperçu, et c'est vrai que de ce qu'on a vu, bah forcément, on ne pense pas trop à Folland, parce qu'il nous a fait quand même un mois d'août très décevant. Il avait pourtant fort bien commencé en marquant rapidement face à Prague. Mais c'est vrai que depuis, ça a été beaucoup plus compliqué pour lui. Et même dans la finition, qui était son vrai gros point fort l'année dernière, il était vraiment assez impressionnant dans le dernier geste. Et pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. On en reparlera certainement de lui au cours de l'émission. Mais c'est vrai que voilà, de ce qu'on a vu, forcément, on n'a pas pensé à lui en premier, que ce soit pour buteur et pour meilleur passeur, alors qu'il sera peut-être numéro 2 dans les deux catégories. Voilà, petit bug. Les tops maintenant, messieurs, les tops individuels. J'ai cru que tu allais le répéter 5 fois. Ah ouais, je sais pas. Quand ça veut pas sortir, ça veut pas sortir. Hein. Donc on va évidemment garder le meilleur joueur pour la fin. On va commencer par meilleur recrue. Meilleur recrue, il y en a eu 4, hein, on le rappelle, Jean-Lucas, Jacobs, Boadou et Nubel. Vous, auditeurs, êtes partis sur Boadou avec 64% des votants. C'est aussi le choix pour toi, Boris, pour moi, pour Quentin et pour Arthur. Alors que Damien, Adrien et toi, Patrice, vous êtes partis sur Jean-Lucas. Donc à noter que personne n'est parti sur Jacobs et sur notre nouveau gardien. Du coup, Patrice, je vais te laisser commencer. Jean-Lucas, qui a fait un mois d'août qui a, on va dire, plutôt bien commencé, et c'était un petit peu plus compliqué peut-être sur la fin. Après, il faut le rappeler, il a joué 2 matchs à 2 postes qui lui convenaient peut-être un petit peu moins. Ouais, alors, je ne peux pas dire contre le match de 3 parce que je ne l'ai pas vu du tout quand il a pu jouer en 10. Je n'ai pas vu ce que ça a pu donner. Clairement, contre le Shakhtar, clairement, oui, j'ai bien vu que ce n'est pas du tout un ailier, ça c'est clair. Par contre, non, je trouve qu'il a vraiment fait de très très bons matchs quand il a été utilisé à son poste. Il a l'avantage de vraiment bien connaître la Ligue 1 et d'être tout de suite intégrable dans l'équipe, contrairement aux autres joueurs. Donc je pense que cette petite avance fait du bien. Et puis on avait vraiment besoin d'un 3e joueur au milieu de terrain qui soit à peu près du niveau de Fofana. Bon, Tchouameni est quand même un peu plus haut, quoi, mais voilà, on avait vraiment besoin d'un 3e titulaire quasiment à ce poste-là. Donc j'ai plus d'attentes sur lui que sur Boadou, qui à mon avis sera un peu plus effacé, qui aura moins de temps de jeu en tout cas que Lucas. Boris, toi tu as fait mon choix également, donc, comme je l'ai dit, celui des auditeurs avec Boadou. Pour le coup, pareil, hein, une première impression bien en deçà de Jean-Lucas, c'est clair, mais on a envie d'y croire. Ouais, j'ai fait le choix un peu de l'audace là-dessus. Jean-Lucas, c'est un coup un peu plus sûr, pas forcément dans le talent quoi, mais dans le simple fait déjà qu'il va contribuer, il va jouer assez régulièrement. Sur un niveau plancher, ouais. Un niveau plancher. Ouais, il y a un niveau plancher qui est plus haut. Par contre, je pense qu'il y a un niveau plafond qui est plus haut chez Boadou. Jean-Lucas, il va jouer en fait quasiment tous les matchs de toute façon, que ce soit titulaire ou remplaçant. Voilà, c'est un joueur qui va être intégré dans la rotation. Boadou, c'est plus incertain. Il a très mal démarré. On a l'impression qu'il est presque passé même derrière Isidore. Maintenant, j'ai quand même envie. Moi, j'étais content de sa signature. C'est quand même un jeune attaquant assez renommé à l'échelon européen. J'ai pas envie de croire qu'on se rate encore là-dessus. Je suis assez optimiste. Je pense pas qu'il y a aucune chance, à mon avis, qu'il devienne titulaire, sauf blessure, mais
dans une saison où on peut avoir beaucoup de matchs de la Coupe d'Europe, qui contribue, qui porte un peu l'équipe sur un mois où il va jouer, il va mettre 3-4 buts, de ce genre de choses, qu'il ait vraiment un impact dans la saison, peut-être sur des matchs de Coupe d'Europe aussi en poule. Et voilà, en championnat, quand on sera dans le dur de l'Europa League, ça c'est un scénario auquel je peux croire. J'en suis pas forcément sûr à 100%, hein, vu comment ça a démarré. Mais je veux croire à ça. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pour ça que je l'ai mis aussi. Je suis d'accord que Jean-Lucas va jouer beaucoup. Mais je pense que Boadou, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'attend. Il va jouer tout autant parce que les 3 devant vont beaucoup tourner. Je vais quand même, pour le moment, je mets Isidore en dessous, même si dernièrement, c'est lui qu'on a vu un petit peu plus. Mais je pense pas qu'on puisse vraiment en tirer des vraies conclusions. Donc, Boadou, et puis on va en avoir besoin parce qu'il va falloir marquer des buts. Tant on sait qu'on en encaisse beaucoup. Donc il va nous falloir 3 attaquants en forme. Pour ce qui est du meilleur jeune, donc meilleur U21, on est quasiment sur un plébiscite pour Badiachile. On est 6 sur 7 chez Radio Diagonale. Seulement Arthur a mis Boadou, donc il doit beaucoup y croire du coup. Et U21, sinon on est sur du Badiachile, 57% chez les auditeurs. Patrice, Badiachile qui était pas mal critiqué, pas mal décrié avant sa saison dernière. C'était encore un jeune joueur, il nous a montré quand même du bien mieux. Et on a tout simplement envie que ça continue comme ça. Une belle évolution chez lui sur la saison dernière. On voit qu'il y a vraiment une évolution au fur et à mesure qu'il joue des saisons avec nous. Donc pas de raison que ça s'arrête, je trouve. Il prend de l'expérience au fur et à mesure. Il a quand même pas mal de matchs. Il a sorti le jour les stats. Il est déjà dans le top 5 des joueurs qui ont plus joué de matchs avec notre maillot, parmi ceux présents. Il approche bientôt de sa centaine aussi de matchs. Donc non, pour plus. Il faut dire que parmi la liste des joueurs qui ont moins de 21 ans cette saison, il n'y avait pas non plus folie. Ça se joue un peu pour Diop qui du coup lui a eu 21 ans au mois de juin. Donc du coup il n'est pas dans la liste des moins de 21 qu'on a commencé la saison. Après oui avec Boadou, mais bon voilà, Badiachile sera titulaire. Pour Boadou. Ouais. Pour moi, ça se jouait vraiment entre les deux, et puis du coup, je vois plus de temps de jeu pour Badiachile, qui pour moi devrait continuer son évolution, qu'il aille, on l'espère, parce que du coup, on a besoin aussi d'avoir un très bon Badiachile qui continue sa progression. Tout à fait, et Boris Badiachile, on espère justement une grosse progression, malgré tout, pour la meilleure progression. Toi, t'es pas parti sur lui, t'es parti sur Fofana, Boris, pour la meilleure progression de la saison à venir. Ouais, parce que je suis parti sur un joueur qui m'avait un petit peu déçu l'an dernier. Fofana avait fait une saison au final somme toute correcte, mais je rappelle quand les 6 premiers mois il est arrivé, il était quand même nettement au-dessus de Tchouaméni dans les opinions, dans ce qu'on avait pu voir, et on l'attendait presque plus lui que Tchouaméni l'an dernier. C'est le contraire qui est arrivé. Je pense qu'il y a une petite progression à reprendre à ce niveau-là. Les premiers matchs sont plutôt encourageants. La concurrence de Jean-Lucas doit peut-être lui faire du bien aussi. Donc voilà, je pense que Tchouaméni, c'est même plus une question à ce stade. J'attends vraiment que Fofana monte son niveau, par contre, cette année. Là où, sur la plupart des autres joueurs, je pense qu'il partait un petit peu de plus haut. Même un Badiachile, en fait, partait d'un petit peu plus haut par rapport à ce qu'elle avait montré l'an dernier. Fofana, ça a également été le choix pour Quentin et Arthur. Alors que vous, auditeurs, vous étiez partis sur Sofiane Diop avec 30% des suffrages. Donc si Patrice, tu peux regarder le détail pendant que je cite les autres votes. Nous deux, Patrice, on est partis sur Diop également. Et Damien lui avait fait le choix de Badiachile avec Adrien. Assez logique aussi, en tant que meilleur jeune, on en attend beaucoup. Donc potentiellement, ça peut vouloir dire aussi une grosse progression, parce que c'est vrai qu'il a pour le coup, lui, encore une belle marge de progression. Moi, je trouve que Diop on a aussi une, et c'est pour ça que je l'ai mis en tant que meilleure progression, et on le verra plus tard dans une question un petit peu sur la fin de l'émission. Je le vois aussi potentiellement aller plus haut. Donc ça passe forcément par une grosse progression. Donc c'est en ce sens que je l'ai mis meilleure progression. Patrice, tu as fait le même choix donc. Ouais. Du coup, je regardais les résultats, du coup 30% pour Diop, et ça se joue à pas grand-chose, parce que le deuxième il a 25%, et c'est Tchouaméni. Donc, comme j'avais dit du coup sur notre discussion en interne, je vois pas comment Tchouaméni peut encore progresser, parce que pour moi il était déjà le meilleur joueur de la saison dernière. Il a atteint l'équipe de France, il est
très connu, il est même reconnu par les supporters adverses. Pour moi, il va progresser, bien sûr. Non, il a encore de la marge dans son jeu, mais pour faire une progression dans l'effectif qui progresse encore plus que les autres, ça paraît quand même très très surprenant. Pour ça, non, moi je suis plus parti sur Diop qui nous a fait voir quand même de très très belles choses la saison dernière. Il n'a pas pu jouer une saison non plus complète due à des blessures. Sur la fin de la saison, et je pense qu'il peut vraiment exploser cette saison, être vraiment la saison de confirmation pour lui et arriver à un niveau quasiment d'international cette saison, à voir après comment. Mais voilà, pour moi, ça fait partie des jeunes joueurs qu'on a qui peuvent vraiment passer un palier très très important pour nous. Autre catégorie positive et dernière catégorie positive, enfin avant-dernière, c'est vrai qu'il y aura meilleur joueur. C'est la bonne surprise de la saison, le joueur un petit peu qu'on n'attend pas ou qu'on n'attend plus, parce que ça sera plus mon cas ça. C'est Isidore chez les auditeurs, 26%. Alors pareil Patrick, je te demanderai de nous donner par la suite les autres hauts. Toi, Patrice, tu es également parti sur Isidore. Boris Pavlovic. Isidore est également le choix de Quentin. On a un Maripane chez Arthur, Mayeki chez Damien, qui, pour avoir fait le tableau avec lui, espère qu'en fait, il va devenir titulaire. Et du coup, que ça sera une bonne surprise. Boidou pour Adrien. Et moi, de mon côté, je suis parti sur Gelson Martins. Également certainement à cause de son mois d'août, parce qu'il a plutôt fait un bon mois d'août alors qu'on ne l'attend plus trop. Et bon, s'il arrive à faire une saison du même standing que son début de saison, bah, ça sera plutôt une très bonne chose pour notre équipe. Donc toi, Boris, tu es parti sur Pavlovic. Tu peux nous expliquer pourquoi, Boris? Pour moi, Gelson, la bonne surprise, ce serait qu'il parte au mercato d'hiver. J'étais assez freestyle sur cette catégorie. J'avais du mal à me projeter sur un joueur qui allait être une bonne surprise. J'hésitais entre deux parce que deux joueurs où je me suis dit ils ont une carte à jouer pour peut-être gagner une place vraiment dans cette équipe ou au moins jouer régulièrement. Et c'était Pavlovic et Mayeki. J'ai fini par partir sur Pavlovic parce que je me dis voilà, dans cette défense centrale qui est un peu en chantier où on ne sait pas forcément qui va s'imposer là-dedans. Je pense qu'il peut avoir une carte à jouer. Alors il a fauté face à Nantes malheureusement, donc ça démarre pas. Non, c'était Lens. Ça démarre pas forcément bien, mais je sais pas, je le sens bien ce joueur. Je pense qu'il peut s'imposer. Il a un peu de. Je pense qu'il peut avoir amener un peu de dureté dans cette défense, un peu de insouciance. C'est pas forcément ce qu'on attend d'un défenseur, mais voilà, venir un petit peu sans complexe par rapport à un Dizazi où j'ai l'impression qu'il est déjà au bout du rouleau sur ces postes-là. Donc voilà, je l'imagine pas forcément être titulaire. Je pense que Maripane, Badiachil vont être assez indéboulonnables, mais encore une fois avec l'enchaînement des matchs, que ça devienne une option solide derrière. Voilà, j'y crois relativement. Je serais pas non plus complètement étonné que ça se passe pas comme ça et que en janvier ça parte au cercle rouge. Alors, quels étaient alors ses principaux concurrents, Patrice, dans les résultats auditeurs? À Diop. C'est très serré. Pour la surprise, non, à Isidore. Isidore est largement, il a 26 et derrière ça a 13, donc il a quasiment le double, quasiment à égalité entre Gelson et Sidibé. Et à 10, du coup, on retrouvait Diatta. D'accord, ouais, Gelson, Sidibé, je suis un peu. Tu vois, Sidibé, ça aurait été, je trouve, pas parfait l'année dernière, et en plus, beaucoup de monde aurait eu raison, parce que je pense qu'on peut considérer que c'est la plus grosse surprise de l'an dernier, Sidibé, presque, qu'il soit revenu à un tel niveau. Et du coup, je pense que c'est plus une surprise, Sidibé. Ça serait une surprise, justement, qui de nouveau, il nous fasse une mauvaise saison, comme il nous avait pu nous faire en 2018-2019. Parce que je crois que sa saison post-titre est bonne aussi. Donc, il y a un des meilleurs. Ouais. Donc, avec Fabinho, hein, toujours, hein, Boris. Elle était sûre, putain. Elle était obligatoire, ça. Elle était obligatoire. Ouais, on aura le temps d'en reparler quand on fera le mur des légendes sur Petit Fabien. Après, pour revenir sur mon choix, oui, vas-y. C'est ma façon d'interpréter la question. Pour moi, la bonne surprise, c'est forcément quelqu'un qu'on n'attend absolument pas et qui va avoir du coup plus de temps de jeu et qui va avoir une bonne évolution. J'avais déjà répondu dans ce sens il y a 2 ans avec Gilles Diaz, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais le nez creux, du coup il avait joué une demi-saison quand même en tant que titulaire. Donc pour moi, c'est pas le fait qu'il soit bon, c'est que justement ça a été une surprise. Sa préparation me faisait penser qu'il allait avoir. C'est pas surprise tout court la catégorie. C'est vrai. Moi j'avais mis Tchouaméni l'année dernière dans Bonne Surprise.
pas mal. Exactement. Voilà. Donc pour moi, voilà, Isidore peut être une surprise. Je pense qu'il aura du temps de jeu, contrairement à pourtant il part 4e roue du carrosse dans les attaquants. Oui, On pourrait penser qu'il va quasiment pas jouer, comme ça peut être un Pellegrini l'année dernière qui quasiment pas joué, ou un Goebbels plutôt. Donc non, je pense que justement on va le voir plus qu'on le pense cette saison et qu'il aura son petit mot à dire. Après, ça restera forcément un remplaçant. Je ne vois pas du tout prendre une place de titulaire sur cette saison. Mais je pense que ça peut être une belle surprise. Et enfin, évidemment, l'award numéro 1. L'année dernière, c'est Ben Yedder qui avait été plébiscité. Et ben, cette année, il y a le meilleur retour de prêt aussi dans les catégories positives. Il y a le meilleur retour si tu as envie de... Ah bah oui, mais parce que c'était la dernière ligne, tout à fait. Ouais. Le meilleur retour de prêt, excusez-moi. Bon, bah pour le coup, celle-là, les auditeurs l'attendent quand même. C'était Isidore, évidemment, 67% des votes. Alors autant l'année dernière, on avait quand même Diop qui revenait de prêt et on avait même Sidibé. J'avais mis Sidibé en meilleur retour de prêt pour varier un peu. J'avais dû mettre Diop chez les jeunes. Là, il n'y avait pas grand monde parce que il y a Pelé, mais Pelé, en fait, il va pas jouer. Toi, Boris, t'es resté logique. T'as mis Pavlovic, bonne surprise. Donc ça peut sous-entendre aussi, évidemment, un meilleur retour. Encore une fois, une histoire de plafond et plancher, je trouve, avec Isidore. Isidore, je suis à peu près sûr qu'il va avoir du temps de jeu, parce que c'est un poste aussi où il y a un peu plus de rotation. On peut se permettre de changer en cours de match. Il peut peut-être dépanner sur une aile aussi de temps en temps. Mais par contre, il sera jamais titulaire. Même à part sur des matchs de Coupe de France, j'ai du mal à imaginer qu'il soit vraiment titulaire, sauf hécatombe. Là où Pavlovic, je me dis il y aura peut-être des créneaux, donc à lui de les saisir. Et le dernier et 4e, c'était Harrison Marcelin. Donc évidemment, on a 67 pour Isidore et 32 pour Pavlovic, 0 pour Pelé, et donc un petit pourcent pour Marcelin. Voilà, c'était une catégorie assez simple cette année, ça se divisait entre 2 joueurs, on est sur du 2 tiers, 1 tiers. On verra bien au bout du bout lequel des deux aura été au moins le moins mauvais, ça sera déjà pas mal. Et enfin, donc, je vais pouvoir lancer le meilleur joueur. Donc, comme je le disais, l'année dernière, c'était Ben Yedder qui avait été plébiscité avant saison. Et au bout de saison, ça avait été finalement plutôt Tchouaméni qu'on avait choisi, même si Ben Yedder avait quand même pas mal staté, mais c'était plutôt même Volante, je crois, qu'on avait classé. Ouais, j'avais voté Volante. Ouais, à la seconde place. Là, par contre, Patrice, c'est un raz-de-marée pour Tchouaméni, 80% des votes. Nous sommes 6 sur 7 à le mettre meilleur joueur également chez Radio Diagonale. Évidemment, Damien, parce qu'il fait jamais rien comme tout le monde, a mis Ben Yedder. Et il y a aussi une certaine logique, c'est que moi, je reste persuadé que c'est encore potentiellement notre meilleur joueur, celui en tout cas qui a le plus d'expérience, qui connaît le mieux la compétition européenne. Malgré tout, Boris, c'est vrai que là, c'est difficile quand même de ne pas voir Tchouaméni meilleur joueur, tant même il a quasiment mis tout le monde d'accord également pour l'équipe de France, en l'espace d'une sélection et demie. Ouais, il a progressé, il fait que progresser, on a l'impression, depuis l'année dernière. Il a sûrement encore franchi un petit palier là, avec l'équipe de France, en réussissant sa rentrée, ce qui n'est jamais évident pour des jeunes joueurs comme ça. Moi, je l'imagine. Pourquoi je le vois meilleur joueur? Je l'imagine avec le plus constant déjà vu sur toute la saison. Je pense que Ben Yedder, Voland vont être énormes par période, vont nous faire gagner des matchs, mais peut-être un peu moins consistant sur toute la saison. Voilà, Tchouaméni, je le vois être bon de A à Z. J'ai mis Fofana tout à l'heure en meilleure progression. Je pense qu'on va avoir un gros milieu cette année en Ligue 1 et en Europa League, et que ça va vraiment nous porter encore plus que l'an dernier. Et puis voilà, le connaissant un peu maintenant, ça ne m'étonnerait pas qu'il nous mette, il va pas mettre évidemment 10 buts dans la saison, mais qu'il nous en mette 3-4, et dont un ou deux peut-être importants sur des gros matchs, sur l'Europa League. C'est pas un truc qui m'étonnerait non plus. Donc voilà, peut-être un ou deux buts qui vont être marquants, dont on va se souvenir. Donc voilà, je suis assez confiant sur le garçon. Rendez-vous au mercato d'été l'année prochaine. Ça, malheureusement. Patrice, pas d'hésitation non plus. C'était Tchouaméni tout de suite, ou tu t'es dit peut-être un autre? Après, sûr, il suffit que Ben Yedder fasse une très bonne saison statistique, qu'il enchaîne des buts, vu que c'est le capitaine en plus, notre joueur phare, forcément c'est plus rapide aussi à devenir
Mais Tchouaméni, c'est déjà lui qui fait la meilleure saison l'année dernière. Sur les 8 premiers matchs, et lui aussi qui est le meilleur joueur. Que tu l'as dit en équipe de France, il paraît sur la même lignée. Donc voilà, dans la logique, on se dit ça devrait continuer comme ça. Et on espère surtout que ça continue comme ça, parce qu'on a besoin d'un milieu de terrain qui soit très très fort si on veut avancer dans les matchs. Tout à fait, ouais. Et pareil, hein, les auditeurs, je l'ai dit, c'était du 80%. Donc derrière, à la seconde place, c'est Diop avec quasiment 9%, Ben Yedder avec 6%. Et c'est à peu près tout. On a quand même 3% pour Golovin, 1% pour Enrique, 1% pour Voland, 1% pour Sidibé. Bon, voilà, ça veut dire qu'il y a toujours un ou deux auditeurs qui ont voté. Ça, on sait qui a voté pour Sidibé. Oui, on sait qui a voté pour Sidibé, c'est vrai. On te voit, Antonio, on te voit. Maintenant, donc, on va pouvoir passer aux catégories un petit peu moins joyeuses. Hein. Ce sont les flops, et on va tout de suite commencer par la pire recrue. On avait commencé par la meilleure recrue, donc on va commencer par la pire. Vous l'avez compris, hein, la meilleure recrue, globalement, ça s'est joué entre Boadou et Jean Lucas. C'est que la pire, ça s'est joué entre Jacobs et Nubel. Chez les auditeurs, c'est Jacobs avec 44%. C'est également le choix de Patrice, le choix de Quentin, le choix d'Adrien et mon choix. Quant à toi, Boris, Arthur et donc Damien, vous êtes partis sur Nubel. Boris, Nubel qui n'a clairement pas rassuré. Ouais, pour moi, pire recrue dans le sens où il arrive quand même avec je sais pas qui va être vraiment le plus mauvais entre lui et Jacobs, mais oui, il arrive quand même avec un autre pédigré, il arrive avec une autre place dans la hiérarchie. Un poste où on est en souffrance depuis 4 ou 5 ans. Et écoute, je touche du bois, mais là, il nous avait fait un mois d'août cataclysmique, honnêtement, dans la lignée de quelques mois qu'ont pu nous faire Subasic ou Lecomte, qui était bien catastrophique aussi dans le passé. Donc voilà, on va voir le mental qu'il a maintenant, sa capacité à se relever. C'était évidemment pas un joueur qui avait ce niveau-là du temps où il était à Schalke, il n'y a pas de secret. Quand il était à Schalke 06, il y avait un autre niveau. C'est ça qui l'a conduit au Bayern. Est-ce que c'est les mois sans jouer? Est-ce que c'est le manque de confiance dans un nouvel environnement? Voilà, je suis pas très confiant sur sa capacité de rebond, malheureusement. J'espère me tromper, mais... Donc oui, comme je le disais, Jacobs a eu quasiment 44% des suffrages. Il y a quand même 40% pour Nubel, qui a été aussi donc ton choix, Boris. Après, on est à un petit 12% pour Boadou, et donc les quelques pourcentages qui restent sont pour Jean Lucas, ou c'est dans l'autre sens, je ne sais plus. C'est peut-être 12 pour Jean Lucas et 4 pour Boadou. En tout cas, nous, Patrice, on est parti donc sur Jacobs comme les auditeurs. Moi, c'est aussi parce que j'ai envie de croire que Nubel va remonter la barre. Je sais pas de ton côté. Je suis sur la même ligne que toi. Ouais, exactement. Parce que je pense que ça va être dur de faire pire ce qui s'est passé déjà sur ce mois-ci. J'ai vraiment du mal à croire qu'on soit trompé à ce point-là sur le poste. Que même Lecomte a fait quand même des meilleurs résultats avec Monaco. Donc non, je pense qu'à un moment donné, on va retrouver un gardien qui a fait avec le niveau qu'il a eu affiché en Allemagne. Et je m'inquiète plus pour Jacobs, qui pour moi n'est pas du tout le bon profil qu'on a recruté. C'est pas du tout un défenseur. Pour moi, c'est plus un ailier. Et donc du coup, à chaque fois qu'on va avoir l'aligné pour faire reposer Enrique, ça va être très très compliqué. Pour l'instant, le seul match où il l'a fait, on a bien vu, c'est très compliqué dès qu'il s'agit de défendre. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas un joueur justement parmi les 4 recrues, c'est celui qui, à mon avis, aura moins le temps de jeu et qui on va devoir serrer les fesses quand il va être sur le terrain. Après, peut-être que je me tromperai, peut-être que finalement il va être utilisé comme ailier et que tout ira bien, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai l'impression que le Touré commence à me manquer. Oh, les mots sont lancés. Ah ouais. La sentence est tombée. Pourquoi pas Julien Serrano tant qu'on y est. Franchement, moi j'ai déjà annoncé que j'aurais aimé qu'il reste parce que du coup, il avait un profil qui m'intéressait déjà beaucoup plus. En tout cas, la deuxième catégorie dans les déceptions, c'est justement la catégorie de déception. 25% des auditeurs, vous êtes partis sur Nubel. Également le choix pour Boris. Malgré tout, c'est quand même mon choix. Parce que même si je pense qu'il va un petit peu remonter la piste, je suis déjà déçu parce que on a raté notre début de championnat, on ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions et il y est quand même pour un peu. Alors, il n'y a pas que lui, hein, évidemment, mais il aurait quand même pu faire souvent mieux. Quentin également sur Nubel. Quant à Arthur, c'est Diatta. Damien, c'est Folland. Donc un pari un peu risqué, mais c'est vrai que son mois d'août
malheureusement pouvait laisser présager des mauvaises choses. Diatta pour Adrien. Et donc toi, Patrice, t'es parti sur Boadou. Du coup, t'y crois pas beaucoup alors à cette solution offensive. Pour moi, c'est une très très belle recrue, ça c'est sûr. Et c'est un joueur pour l'avenir du club qui est très bien pour prendre la suite après de Ben Yedder et Voland. Après, c'est juste que pour moi, dans le sens de déception, c'est qu'il y a énormément d'attentes sur lui. Je n'ai pas compris pourquoi il y avait autant d'attentes sur son recrutement quand il était annoncé au club. 18 millions, c'est de rappeler, oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'attentes sur ce joueur-là de la part des supporters et qu'il ne fera pas la saison espérée par ceux-ci à refaire une saison à 20 buts et 10 passes décisives comme il a pu faire. Je m'attends à que ce soit beaucoup plus bas que ça, que ce soit du coup plutôt décevant. Voilà. Après, je ne me fie pas du tout au fait que Isidore lui soit passé devant sur les précédents matchs. De ce qu'on a pu lire, a priori, il avait une petite gêne du coup qui fait qu'on n'a peut-être pas forcé sur lui. Donc voilà, clairement, il sera numéro 3 des attaquants. C'est juste que je ne m'attends pas à avoir un joueur qui soit sur la même lignée que Ben Yedder et Voland les saisons précédentes, à savoir vraiment claquer beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Je pense qu'il va lui falloir du temps pour s'adapter à la Ligue 1 parce que c'est très très différent du championnat des Pays-Bas et qu'il faudra plus compter sur lui sur la saison prochaine. Voilà. C'est plus dans ce sens-là que je m'attends que ce soit une déception. Après, pour moi, c'est quand même un très bon recrutement. Je suis très content qu'il soit là aussi. Boris, en toute logique, tu es resté sur Nubel. Hein. Ce que tu as déjà dit, je suppose, c'est qu'on le prend pour être titulaire. Et puis pour compléter, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, j'imagine aussi qu'il va remonter un petit peu la pente. De toute façon, s'il ne remonte pas la pente, il va sauter. Il ne peut pas faire un deuxième mois comme ça, ne serait-ce qu'un deuxième mois comme ça. Ça veut dire qu'il ne jouera plus. Maintenant, en fait, même s'il remonte la pente, j'ai peur qu'il remonte la pente à la Lecomte. C'est-à-dire que Lecomte, il nous a fait une deuxième partie de saison qui était quand même largement plus correcte que la première. Maintenant, même dans les matchs où il prenait pas de but, on n'a jamais été convaincu parce qu'en fait, il faisait quasiment jamais un arrêt. C'est sa défense qui a fini par mieux le protéger. Il a arrêté les erreurs et ça sera déjà bien si Nubel nous fait ça. Et ce qui peut aller à l'étage d'au-dessus, c'est-à-dire vraiment nous faire des arrêts, nous faire gagner des points, je l'espère, mais je suis pas convaincu de ça. Et j'ai peur que même si il remonte un peu la pente, ça soit tout juste correct. Et je pense qu'il y a même un scénario où il peut perdre sa place parce que c'est un peu l'analyse qu'avait Damien, je pense, dans le dernier, je sais plus si c'était au Mercato ou au dernier débrief, mais mine de rien, c'est un joueur qui ne nous appartient pas, il est juste prêté, donc on n'a pas autant d'intérêt qu'à l'époque où, évidemment, quand Lecomte a eu quelques petits soucis au début, on a quand même persisté, c'est un joueur qu'on venait d'acheter, sur lequel on venait d'investir. Nubel, c'est pas le cas, il est juste prêté, et puis on a un jeune derrière, donc je pense qu'il y a un scénario qui existe où Nubel lâche vite sa place à Maliki. Oui, c'est vrai que ça peut clairement être la possibilité. Hein. Donc, je le disais, 25% Nubel. Folland, 21% chez vous, auditeurs. Très clairement, il paye, je pense, très clairement son mois d'août. C'est un vote décevant. Mais ça ressemble quand même un peu beaucoup à un vote de l'instant. Il y en aura un autre qui s'est bien mangé un vote de l'instant dans la catégorie pire joueur. Donc, on aura le temps d'en parler un petit peu plus tard. Mais voilà, on a un 6% pour Dizazi, 5% pour Golovin. Bon, là, on est sur des pourcentages, somme toute assez logiques. Et donc, il nous reste, cette dernière catégorie négative, c'est la pire. C'est celle du pire joueur. Et donc, chez les auditeurs, on est resté sur Nubel, 21%. Donc, on pourra rentrer dans les détails. Ça a été quand même pas mal diffus au niveau des votes. Patrice, tu es parti sur Dizazi, également le choix d'Arthur. Damien, Adrien et moi-même, on est parti sur Crépin Diatta. Quentin, Jacobs. Et Boris, tu es parti sur notre bon vieux espagnol à 600K mensuel, Fabregas, qui est là, on le rappelle, pour le vestiaire. Je pense qu'il faudra toujours rappeler dans la saison, enfin s'il joue, son salaire en fait, à chaque fois qu'on le mentionne. Ça va avec, c'est un package. Pour moi, c'est littéralement le pire joueur de l'effectif aujourd'hui, dans le sens où c'est le seul joueur qui est inapte à disputer un match de football professionnel en fait. C'est évidemment pas le pire joueur techniquement, il est sûrement très bon dans certains jeux à l'entraînement. Il peut être bon parfois sur des bouts de 5 ou 10 minutes dans les matchs, et encore ça reste à voir cette année, mais c'est quasi impossible aujourd'hui qu'il débute un match. Alors on va voir quand les matchs vont s'enchaîner, mais aujourd'hui il est passé où dans la hiérarchie? Il est nulle part. Jean Lucas est arrivé, Matarazzo est devant lui.
faudrait vraiment plus à qu'il y ait ce une poste-là hécatombe. depuis un moment. Ouais, mais même Plus, ouais. Jean-Lucas est passé devant lui en 10 en fait. Oui. Et même Matazo, quand il faut jouer 8 un peu haut, je pense, est passé devant. Est-ce qu'avec l'enchaînement des matchs, il y aura un peu plus? Ou il va lui rester que les fins de match où on a besoin d'espérer un coup de patte de sa part. Mais ça me semble quasiment impossible qu'il soit titulaire aujourd'hui, à part si on prend une équipe amateur en Coupe de France. Donc pour moi, et en plus si on rajoute la question du salaire, ouais, c'est le pire joueur, ce sera sûrement pas le plus énervant sur le terrain parce qu'il rate pas tellement de gestes ou quoi. En fait, il court pas, du coup on le voit pas trop. Je pense que certains joueurs ont un caractère plus énervant à la Dissassi ou à la Diatta. Mais quand je rationalise un peu, ouais, j'ai pas l'air de penser que c'est le pire joueur. Patrice, toi, t'es parti sur Axel Disasi et ses maintenant célèbres passes dissuasives. Euh, c'est vrai que là, il semble être un petit peu tombé dans la hiérarchie. Après, il faut quand même rappeler que quand il joue, il porte le brassard, hein. Quand il n'y a pas Ben Yedder, c'est lui. Donc, il semble toujours assez important quand même dans l'esprit de Kovac, même s'il semble être passé quatrième. C'est vrai que l'année dernière, on en attendait beaucoup, hein. On était beaucoup à l'avoir mis, parce que l'année dernière, on avait rajouté la catégorie meilleur défenseur, mais on était beaucoup à l'avoir mis dans meilleur défenseur, ou dans meilleur recrue, ou dans pas progression, parce qu'il n'était pas chez nous l'année d'avant. Mais en tout cas, globalement, on était très satisfait de son arrivée, et c'est vrai que la déception n'a été que plus grande. Ouais, mais c'est pas un joueur sur lequel je comptais énormément. On avait une défense à deux défenseurs centraux, je préférais avec Maripane et Badiachil. Ouais. J'ai déjà dit régulièrement, quoi, j'apprécie pas quand les deux jeunes jouent ensemble, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de hiérarchie, il manque un patron qu'on fait ça. Et même si Maripane, c'est pas le meilleur des défenseurs, je trouve que ça fit beaucoup mieux avec Badiachil. Et je vois avec une défense à 3 avec Sidibé encore mieux. Il y a trop d'erreurs de sa part, et ce qui fait que voilà, c'est un joueur qui m'énerve aussi un peu sur le terrain à cause de ça, parce qu'on a perdu énormément de points, hein. Je l'ai pas pris en grippe à cause de la finale de la Coupe de France, hein, c'était déjà le cas avant. Oui, bien sûr. Déjà l'année dernière, je trouve pas qu'il fait une bonne saison, comme tu l'as dit, il y a pas mal d'erreurs. Il perd sa place au fur et à mesure. Sur ce début de saison, malheureusement, ça s'améliore pas. Donc voilà, je pense que ça va être un des joueurs du coup qui sera vers le bas du classement des joueurs, quoi. Ouais, moi je suis parti sur Crépin, comme je l'ai dit, hein. Bon, on va attendre. Voilà, Crépin, c'est la grande phrase, hein, déjà depuis le mois de janvier. On va attendre. Le problème, c'est qu'on va le voir beaucoup, Crépin, parce que il risque quand même de pas mal servir comme joker. Et c'est vrai que ça devient compliqué pour lui. Il rentre, il fait jamais une seule différence. Il n'est pas vraiment à l'aise ballon au pied. Il semble plutôt rapide, mais c'est pas non plus tant évident que ça. Donc ouais, de très 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 gros doutes sur Crépin, et j'ai bien peur que ça soit lui, ouais, vraiment notre pire joueur. Encore une fois, voilà, chez les auditeurs, on est donc à 21% pour Nubel. Bon, il y a 15% pour Pelé, mais bon, on aurait dû limite pas le mettre dans le formulaire Pelé, parce que a priori on devrait pas le voir. Mais sinon l'autre, donc du coup, qui est deuxième, et je disais que lui aussi il s'est quand même mangé un sacré karma sur l'actu, c'est Aguilar. 15%, donc deuxième en tant que pire joueur. Ça, on l'a beaucoup critiqué, et moi le premier, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que l'année dernière, à la réponse, pensez-vous qu'il va être international, il y avait eu quand même, je crois, une majorité de oui. Et d'ailleurs, il l'avait été. Il avait fait un début de saison, il est de très très haut niveau avant, clairement, de shooter très très bas. Il y a peut-être un juste milieu quand même entre pire et... il est passé trop rapidement, en fait, de c'est le meilleur, on le veut en équipe de France, à c'est une brêle, et il est plus capable de disputer une seule minute sous d'autres maillots, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ouais, je pense que ça fait quand même un moment qu'on a oublié le Aguilar équipe de France. Oui. Sa fin de saison était pas bonne et il rattaque mal. Je pense que c'est ça c'est pas juste le début de saison, c'est l'enchaînement, je pense, avec la deuxième partie. Ouais, il a vraiment perdu du crédit, et il va quand même continuer à jouer régulièrement, je pense. Donc ça peut être un candidat à être un pas bon joueur, en tout cas. Que ça soit le pire, ça m'est pas venu à l'idée non plus, effectivement. Mais s'il se remet pas vite d'aplomb, ça peut être plus problématique, parce qu'autant Fabregas, on peut le cacher. Jacob, Ziata, on les verra peut-être pas tant que ça. Aguilar, il a quand même un autre statut dans l'équipe, donc je pense qu'on va continuer à le voir, et que
ouais, son début de saison ne plaide pas pour lui, ça c'est clair. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, qui conclut donc ces flops. Voilà, donc on le rappelle, Nubel pour vous les auditeurs, et sinon un petit peu plus diffus chez nous, du Dizazi, du Diata, entre autres. Maintenant, pour conclure, les questions un petit peu décalées, les questions un petit peu troll. L'année dernière, il y en avait eu certaines. Ben justement, il y avait eu la question, est-ce que Aguilar sera international? Patrick, je crois qu'on avait été les deux seuls à répondre oui chez Radio Diagonale. On avait eu raison. Voilà. Après, sur le reste, c'était une question de carton rouge, de passe de Badiachil à l'adversaire. Bon, c'était un peu plus compliqué réellement d'avoir des données chiffrées. En tout cas, la première question, elle était simple. Hein, c'était est-ce que Kovac sera maintenu tout au long de l'année? Enfin, simple, a priori simple, puisque vous êtes 99% à avoir répondu oui. C'est le 100% chez Radio Diagonale. Boris, pas trop de raisons quand même. Enfin, il faudrait vraiment un cataclysme pour qu'il parte courant de l'année et que on rappelle Léo Jardim pour la 4e fois. Ouais, maintenant qu'il est en Arabie Saoudite, c'est pas dit qu'il puisse se libérer en plus, Jardim. Donc il est quand même dans un top championnat aujourd'hui, qui est au niveau à son niveau tout simplement. Donc je pense que ce sera difficile de l'y déloger. Et ouais, non, Kovac s'est aligné de toute façon avec les pronostics qu'on a mis. C'est-à-dire même les pronostics les plus pessimistes, c'est quoi? Ça va pas au-delà de la 4e place. Ouais, c'est 6e, je crois. Je parle même dans notre équipe. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Même chez les auditeurs, ça descend très vraiment. C'est-à-dire, on imagine une saison qui éventuellement pourrait être légèrement décevante, mais pas une vraie saison ratée. Et on ne virerait pas Kovac, surtout en cours de saison, pour une 4e place en championnat. En Coupe d'Europe, on voit tous passer au moins la poule. Donc voilà, ça me semble évident que Kovac fera toute la saison. Une certaine logique. Nubel titulaire en fin de saison, ou en tout cas, Nubel ne perd pas sa place en cours de saison, hors blessure évidemment. Vous êtes donc 75% à avoir répondu oui. Nous, on est quasiment tous à oui, mais il y a quand même 2 noms, évidemment. C'est les deux locaux, Boris et Damien. Bon, Damien, ça fait quand même bien longtemps qu'il est beaucoup plus parisien que Mentonné. C'est quoi Menton? C'est les Mentonnais, les manteaux. Exactement. Que Mentonné. Toi, par contre, tu es redescendu. C'est même Castellar, lui. Dans ton sud natal, t'as mis non Boris, donc je suppose que tu imagines Majeki devenir titulaire. C'est le scénario que je disais tout à l'heure. Je sais pas, je mettrai pas mon PEL dessus évidemment, mais je pense qu'il y a vraiment un scénario et je suis pas loin de l'espérer à ce stade. On va attendre quelques matchs encore, mais Nubel à un moment donné, on n'a pas d'intérêt particulier à pousser plus que ça non plus, quoi. S'il continue à nous faire des cagades, à pas être rassurant du tout, à pas faire barrer, à un moment donné, il appartient pas au club. On a un jeune gardien qui pour l'instant ne nous a pas non plus montré d'énormes promesses, mais qui a pour qualité d'être jeune et d'appartenir au club. Donc s'il faut prendre un risque, je préférais que ça soit avec lui qu'avec Nubel. Donc je pense que ce scénario il tient la route. Voilà, j'ai voulu le promouvoir un petit peu. Je suis pas sûr non plus à 100% que. Je pense que Nubel garde du crédit auprès de Kovac, qu'il va quand même avoir encore un peu de temps pour faire ses preuves. Dernière catégorie en oui-non, Patrice, c'était Fofana va-t-il marquer un but? Je l'aime beaucoup, celle-là, deux questions. On est quand même plutôt très optimiste, parce que 92% des auditeurs, un joli 6/7 les radios diagonales. Évidemment, Damien, il faut toujours qu'il se détache des autres, a répondu non. Quand même, Patrice, il va bien réussir à marquer un but, surtout qu'il faut quand même noter qu'il cadre maintenant ses frappes, et c'est vrai que c'est mieux pour marquer des buts. Ouais, initialement, on voulait demander s'il faisait un certain nombre de frappes cadrées dans la saison, mais bon, c'était un peu trop compliqué à compter, on ne savait pas le nombre de matchs qu'on allait jouer. Donc on a dit aller à un but, parce qu'il n'a toujours pas marqué de but avec le maillot, et il y a quand même plus beaucoup de joueurs qui n'ont pas marqué de but à l'ASM, parce que du coup, c'est vrai qu'un peu tout le monde arrivait à marquer avec le nouveau système de jeu. C'est vrai que. Ouais, je me dis que oui. Je me dis que oui, quand même, la saison va être longue, il y aura les opportunités, c'est pas très loin. Ça va passer, à un moment donné, il va bien arriver sur cette saison à nous mettre un but quand même. Pour Monaco, c'était bien précis. C'est pas assez. Oui, oui, évidemment. Et je vais même aller plus loin. Allez, il va marquer 3 buts. La prise de risque est énorme. Il va marquer 3 buts. 2 max. Ouais, je me suis peut-être un petit peu emballé. 3. On verra. Le pourcentage d'arrêt de Nubel. Alors, en fait,
toi, Patrice, je sais que tu t'intéresses un peu plus à ça, aux stats, mais ça me paraît très très peu en fait. Les auditeurs, vous avez répondu entre 50 et 59% d'arrêts, pardon. C'est également le choix d'Arthur et Damien. Nous, on est tous entre 60 et 69. J'ai pas non plus l'impression que ça soit énorme. C'est quoi logiquement les chiffres? Par exemple, j'ai quand même l'impression qu'un Lecomte était au-dessus des 60%, non? Non, je crois de mémoire, il finit la Ah, saison, il a pile poil à 60 justement. ah, 59 ou 60%. Donc d'accord. un bon gardien, quand il est au-dessus de 70%, c'est Oui, qu'il fait une très bonne saison. d'accord. Donc Donc du ça veut coup, dire quand on est ouais, en 60-69, c'est-à-dire qu'il fera une saison correcte. Voilà. S'il est en dessous des 60%, c'est qu'on s'attend vraiment à ce qu'il fasse une saison pas bonne du tout. Voilà. même Sachant si, que pour l'instant, il a 25% pour l'instant. oui, c'est vrai, en fait, oui, c'est vrai que c'est surtout ça, c'est qu'il part, hein, il part d'assez loin. Bon, Il part Boris, très loin. Bon, après, là, sur 4 matchs de Ligue 1, c'est sûr qu'il y a largement de quoi se refaire. Ça va vite. on est quand même passé sur du 60-69, mais après, évidemment, ça veut un peu tout et rien dire. Il faut voir. Moi, je préfère à la limite un gardien qui se trouve lamentablement sur une rencontre, qui fait un dégueulasse 0 arrêt sur 4 tirs, que 4 boulettes réparties sur 4 Sur 4 rencontres. Donc, matchs. c'est vrai que le pourcentage a aussi un petit peu ses limites dans ce sens-là, mais bon, c'est évidemment une question pas très sérieuse. Pareil pour Bon, ce que moi, vous disiez. j'ai mis comme vous, en fait. Je ne connaissais rien non plus aux arrêts, alors j'ai copié Ouais, sur la colonne d'à côté, clairement. t'as fait la technique, ouais. Ouais. 60-69. Le nombre de CSC, vous êtes partis sur 4, les auditeurs. On est beaucoup à 4, mais moi-même, en fait. Et donc, non, donc en fait, Arthur et moi-même, on est à 3. Rappelons qu'on est déjà à 2. Donc, hein, on rappellera pas qui est ce double buteur. Donc, bah, on espère qu'il n'y en aura pas trop. Mais c'est vrai que là, quand on enregistre l'émission, en plus, c'était les 2 derniers matchs. Il y a eu 2 buts contre son camp. Ouais. Les deux, en plus, sont plus ou moins des copier-coller, en tout cas dans la finition. Bah, on espère qu'il n'y en aura pas plus. Je sais pas, C'est un classique. une saison normale, Patrice, c'est quoi? C'est tu prends entre 1 et 3 buts contre son camp Ouais, je j'ai à parle dire pour, 2-3. je parle pour tous les Pour clubs, hein, Monaco, même hein, pour non mais Ah oui, non, même mais pour je le crois Real, ce que j'ai souhaité un côté. On ça parle arrive une à tous saison les clubs. normale, hein, pas la saison 2018-2019. Hein, ça compte pas, ça. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en avait eu, j'ai l'impression aussi un certain nombre. Glemerson, C'était les rouges aussi. Sur 3. Mais bon, c'est vrai que nous, on a déjà commencé fort en mettant 2, donc on peut s'attendre que sur les On a pris de 4 l'avance. matchs qui nous restent, on va en mettre encore quelques-uns. Quoi. Bah, on va en mettre, oui. Ouais, avec Guizazi, il y en a bien un ou deux qui vont tomber, franchement. bah, est-ce que c'est... Non, lui, il fait plutôt des passes, hein, plus que Ouais, de mais il nous en avait l'impliquer. mis un aussi l'an dernier, un Ouais, corner là, en fin de match. Je sais oui, pas me une souvenir. tête. Une tête un peu topée, je crois. Ouais. Un peu malheureux, ouais, mais bon, ça Oui, compterait. évidemment, un petit peu malheureux. Et enfin, la dernière question, c'était sur Diop. Est-ce que Diop sera international? Alors, on y a pensé tout simplement parce il y a un certain flou en fait autour de Diop. On rappelle qu'il peut potentiellement jouer encore pour l'équipe de France, pour l'équipe du Maroc et également pour l'équipe du Sénégal. Il semblait, en tout cas c'est ce qui était tombé dans les médias, qu'il avait fait son choix pour le Maroc. Bah là, il n'a pas été appelé pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde du Maroc. J'ai envie de dire, moi j'espère qu'il ne va pas choisir le Maroc aussi pour une raison simple, c'est qu'il y a la CAN au mois de janvier. Donc, ça serait aussi bien qu'il ne soit pas là, que seul Crépin parte la faire. Pour le coup, ce sera beaucoup moins une perte. Malgré tout, Patrice et Boris, vous avez fait le choix qu'ils ne seraient pas sélectionnés pendant cette saison-là. Également le choix pour Damien et Adrien. Arthur le voit international marocain et Quentin et moi-même, on a passé le cap, on le voit international français. Boris, ouais, non, pas de sélection en équipe de France pour Diop. Non, bah Pas de sélection tout court. Il est trop technique pour l'équipe de France. De toute façon, je pense qu'il passera derrière Moussa Sissoko, Tanguy Ndombele et autres Adrien Rabiot. Et puis pour le Maroc, je sais pas, en fait, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas pris cette fois-là, mais je me suis dit, bon, bah, du coup, c'est qu'il doit y avoir un imbroglio et que ça va pas changer. Donc, je sais pas, je le vois bien continuer sa petite carrière avec les U21 français. Moi, je le vois bien en bleu, parce que justement, comme j'ai répondu dans la meilleure progression, il nous a déjà montré des très belles choses. Il est déjà titulaire indiscutable chez les jeunes. Je pense que malgré tout, Deschamps, et pas que, hein, mais le surveille d'assez près. Et donc, en ce sens de sa progression, d'une équipe de France un petit peu malade quand même en ce moment,
un Tchouaméni qui lui semble déjà quand même parti pour s'imposer au milieu de terrain avec Kanté et Pogba, qui pourrait être un milieu de terrain assez sympa, je pense, assez complémentaire, même si pas de vrai numéro 6, mais bon, voilà. Donc pourquoi pas un Diop veut venir compléter tout ça. Après, de là à faire la Coupe du Monde dans 1 an et demi, enfin dans un peu plus d'1 an, peut-être pas, mais être essayé, être ne serait-ce qu'appelé dans un groupe, j'ai bien envie d'y croire. Après, avoir du temps de jeu, c'est encore une autre question. Être titulaire, c'en est encore une autre. Mais pourquoi pas avoir un petit peu de temps de jeu. Ça avait marché pour Aguilar, même si on le rappelle. Ouais, c'est vrai que quand il y a des hécatombes, là, on a vu Guendouzi appeler. Donc, ouais, voilà, par exemple. Tout est permis. Pourquoi Guendouzi plus que Diop? Encore une fois, Diop, il y a cette histoire, on ne sait pas vraiment quelle équipe il a choisi. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je le vois international, quoi qu'il arrive. Et évidemment, c'est la sélection française qui est la plus compliquée à atteindre, malgré tout. Mais pourquoi pas également pour lui. Voilà, messieurs, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Il y a des joueurs, au final, dont on n'a pas parlé. Des joueurs, pourtant, qui seront assez importants. J'ai envie de penser, je ne sais pas si vous voulez parler d'un Sidibé, d'un Caillot, d'un Maripane et d'un Golovin. On en a parlé un petit peu quand même sur meilleur passeur. Mais c'est vrai que Sidibé, Caillot, Maripane, c'est des joueurs dont on n'a pas du tout parlé, alors que c'est quand même 3 titulaires en force, et puis même Sidibé et Caillot qui font plutôt partie en plus des bons éléments depuis 9 mois maintenant, à minima 9 mois, en tout cas pour Sidibé, de l'équipe. On n'avait pas mis la catégorie meilleur défenseur cette année, on aurait peut-être eu un débat intéressant finalement, parce qu'il y avait pas mal de... J'aurais mis Sidibé. Ouais, il y avait pas mal. J'aurais peut-être opté aussi pour Sidibé. Je trouve que j'aime bien ce que Maripane a montré sur les 2-3 derniers matchs. J'ai l'impression qu'il prend peut-être un peu plus de leadership aussi, dans un profil évidemment, pas à la Franz Beckenbauer, plutôt à la Camille Glick, mais qui à notre échelle peut déjà être intéressant. J'ai l'impression qu'il peut marquer des points là-dessus. Enfin, je pense que les 3 joueurs que tu as cités défensifs sont des... Taulier, ce serait peut-être un grand mot, mais des titulaires assez indiscutables à mes yeux pour l'instant. Je les attends pas forcément dans les meilleurs performeurs, et de toute façon les meilleurs joueurs c'est rarement les défenseurs, mais pour moi c'est des joueurs fiables. J'attends qu'ils sortent des saisons très correctes, voire bonnes. Donc ouais, assez confiant sur ces joueurs. Après c'est vrai qu'il n'y avait aucune catégorie qui les mettait particulièrement en valeur pour moi. Non, c'est vrai que ça semblait assez compliqué vraiment de les mettre dans une des catégories, qu'elles soient négatives ou positif. Pareil, Patrice, un petit mot peut-être pour un oublié, ou en tout cas un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé. Non, j'ai essayé de faire le tour là, d'essayer de voir qui c'est qu'on aurait pu oublier. Pas la liste. Matazo, Maxima, on n'a pas parlé, mais c'est des jeunes qui sont remplaçants et qui. Non, parce que finalement on a évoqué quasiment tous les joueurs, c'est les derniers qu'on n'a pas parlé. Bon, il y avait Fabregas, mais tu l'as évoqué. Ah ouais, oui. Même Fabregas. 100 000 €. Non. On en a parlé. Je pense qu'on a parlé quasiment de joueurs, hormis ceux qui auront très peu de temps de jeu, comme tu as dit, les très très jeunes ou Madonné. Quoi. Ouais. La casquette. La fameuse casquette. Bon bah voilà messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On va donc pouvoir conclure. Donc nous alors on enregistre, on est lundi, mais vous, pour vous êtes en tout cas au plus tôt jeudi. Donc ça va aller vite. Monaco reçoit Marseille dans 2 jours. Monaco ensuite va enchaîner avec l'Europa League face à Graz à domicile. Tu le disais Patrice, une phase aller un peu plus compliquée, mais c'est surtout que là en fait on n'a quasiment pas le droit à l'erreur. Ça sera 3 points obligatoires pour bien lancer l'Europa League après d'aller se déplacer, alors je ne sais plus dans quel ordre, mais en Espagne et en Hollande. Et ensuite, ça sera également grosse rencontre face à Nice, petite polémique, dimanche 13h. Merci. Superbe horaire. Alors déjà que l'horaire est clairement un petit peu à la con, dans le sud de la France, où potentiellement il fait peut-être un petit peu plus chaud qu'ailleurs. Après avoir joué la Coupe d'Europe, alors quelques heures de plus, c'est pas forcément une grande différence, mais bon, on n'aurait pas craché dessus non plus. Donc un choix assez particulier. Déjà que le Monaco-Marseille est samedi soir et pas le dimanche. Bon, moi personnellement ça m'arrange parce qu'il y a Toulouse-Toulon le dimanche soir, donc comme ça c'est parfait. Mais pareil, assez étonnant que ça n'ait pas été choisi dans les affiches prioritaires d'Amazon. Et je crois que c'est ça, c'est que Amazon a les 10 premières. Et celle-là elle devait certainement être 11 ou 12e. Et du coup,
c'est Canal qui l'a pris, donc on peut le comprendre aussi. Voilà, merci messieurs. Rien en foot, Jeff Bezos. Ouais, tout à fait. Merci messieurs donc de m'avoir accompagné. Cette émission évidemment, elle servira surtout en fin d'année. Voilà, là on pourra revenir dessus et voir où on avait tort, où on avait raison. D'ici là messieurs, portez-vous bien et Dage Mounegou. Et bisous.